Dans l'Europe médiévale, l'hiver signifiait quelque chose de bien plus rude que de régler un thermostat. Imaginez un paysage figé dans le silence, où la neige recouvre les champs et les villages pendant des mois, où les vents hurlent à travers les charpentes en bois, et où la moindre erreur de préparation pouvait être synonyme de mort. C'était une époque sans chauffage central, sans électricité, sans aucune des commodités que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Et pourtant, les gens du Moyen Âge n'ont pas seulement survécu à ces hivers brutaux, ils ont prospéré. Leur secret ne résidait pas dans un regroupement primitif autour du feu, mais dans un système sophistiqué de techniques de chauffage développées au fil de siècles d'observations attentives et d'expériences durement acquises. Des étendues glacées de la Scandinavie au froid humide de l'Angleterre, les communautés médiévales construisaient, s'habillaient, mangeaient et organisaient leur vie autour d'un défi fondamental: rester en vie lorsque la température plongeait. Dans cette vidéo, vous découvrirez 15 techniques ingénieuses que les gens du Moyen Âge ont développées pour vaincre l'emprise mortelle de l'hiver, et chacune d'entre elles a été confirmée par la science moderne. Nous révélerons des innovations architecturales si efficaces qu'elles ont surpassé des technologies inventées des siècles plus tard. Vous apprendrez comment les stratégies vestimentaires médiévales s'alignent parfaitement sur la thermodynamique contemporaine, comment les pratiques de vie en communauté généraient une chaleur mesurable, et comment des choix de comportement en apparence simples reflétaient une profonde compréhension de la régulation thermique du corps humain. Ce qui rend cette exploration particulièrement fascinante, c'est que les gens du Moyen Âge ont accompli tout cela sans éducation scientifique formelle. Ils se fiaient à l'observation, à l'expérience et au savoir transmis de génération en génération. Pourtant, lorsque les scientifiques modernes testent ces techniques anciennes, en mesurant les températures, en calculant l'efficacité thermique, en analysant les propriétés des matériaux, ils découvrent que la sagesse médiévale résiste à un examen rigoureux. Certaines méthodes se révèlent si efficaces que les experts en survie contemporains enseignent aujourd'hui les mêmes principes. Bientôt, nous découvrirons la vérité. Ce que les gens du Moyen Âge savaient par nécessité, nous ne l'avons validé que récemment par la recherche. Commençons notre voyage dans l'hiver médiéval, en partant des merveilles cachées sous leurs propres pieds. Cachées sous les planchers des châteaux médiévaux, des manoirs et même des résidences privées autour de la mer Baltique, se trouvait l'une des innovations de chauffage les plus remarquables jamais conçues. L'hypocauste à accumulation de chaleur représente l'ingénierie médiévale à son apogée. Un système si économe en combustible et si efficace que des tests modernes révéleraient ses performances presque incroyables des siècles après la construction du dernier. Il ne s'agissait pas des systèmes de plancher radiants de la Rome antique qui nécessitaient des feux constants et consommaient d'énormes quantités de combustible. Au lieu de cela, les bâtisseurs médiévaux du nord de l'Allemagne, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne ont développé quelque chose de bien plus sophistiqué. Un système de chauffage capable de chauffer d'immenses salles pendant près d'une semaine, avec un seul feu de 3 heures. Là où les hypocaustes romains distribuaient la chaleur par une combustion continue, la version médiévale adoptait un principe différent. Un four souterrain, contenant des pierres de granit, des blocs de 40 à 50 cm de diamètre, fonctionnait en 2 étapes. Pendant la chauffe, les ouvriers attisaient le feu avec les conduits fermés, forçant la fumée à sortir par les cheminées, tandis que le granit absorbait l'énergie thermique. Puis, dans la phase de chauffage, les conduits s'ouvraient et l'air chaud montait par des ouvertures dans le sol, fournissant de la chaleur par convection plutôt que par rayonnement. À la fin du XVe siècle, les historiens estiment qu'entre 800 et 1000 hypocaustes, à accumulation de chaleur, fonctionnaient dans la région de la mer Baltique. La plupart ont été construits au cours des années 1400 et 1500, apparaissant dans des châteaux comme le magnifique Malbork en Pologne, dans des monastères où les moines avaient besoin d'une chaleur constante pour leur travail d'érudition, dans des hôtels de ville où les affaires civiques exigèrent des conditions confortables, dans des maisons de guildes où les artisans se réunissaient, dans des hôpitaux où les malades nécessitèrent des températures stables, et même dans les résidences privées de riches marchands.
dans la ville de Tallinn, les chercheurs ont documenté 54 de ces systèmes, ce qui a conduit un historien à conclure qu'il n'était pas l'exception, mais la règle, parmi les bâtiments importants. Ce qui rend ces affirmations remarquables, ce n'est pas seulement le témoignage historique, c'est l'essai scientifique mené en 1822 au château de Malbork. Des chercheurs cherchant à comprendre le système médiéval ont mené une expérience contrôlée dans l'immense salle de banquet du château, d'une superficie de 850 mètres carrés. Ils ont allumé l'hypocauste pendant seulement 3 heures et demie en utilisant seulement 0,7 mètres cubes de bois d'épicéa. Les résultats ont stupéfié tout le monde. En 20 minutes après l'ouverture des conduits, la température de la salle est montée en flèche, passant de 6 degrés Celsius à 22,5 degrés Celsius. Une transformation du glacial au confortablement chaud en moins de temps qu'il n'en faut pour préparer le dîner. Le lendemain matin, la température de la pièce était encore de 14 degrés Celsius, bien qu'aucun feu supplémentaire n'ait été allumé. Les pierres de granit, intégrées dans des voûtes en berceau, avec des arcs en briques soigneusement construits, avaient emmagasiné tellement d'énergie thermique qu'elles continuaient à libérer une chaleur utilisable pendant des jours après une seule chauffe. Les systèmes de chauffage modernes, fonctionnant en continu et consommant du combustible 24 heures sur 24, pouvaient à peine rivaliser avec une efficacité aussi extraordinaire. Les humbles murs des bâtiments médiévaux à colombage dissimulaient des propriétés thermiques si remarquables que les scientifiques du bâtiment moderne mettraient des siècles à essayer de les reproduire. Quand on pense à la construction médiévale, on imagine peut-être des structures pleines de courants d'air et mal isolées. La réalité ne pourrait être plus différente. Les murs en torchis, ces panneaux de clayonnage recouverts de mélanges d'argile, de paille et, oui, de bouse d'animal, offraient une isolation qui ne serait plus égalée avant que la réglementation sur la construction promulguée en 1995 n'exige une meilleure performance thermique. Pendant près de 500 ans, la construction est en fait devenue moins efficace pour garder les gens au chaud. Deux approches dominaient la construction en torchis. Les bâtiments à parois simples présentaient un clayonnage isolé avec de la bauge, tandis que la construction à double paroi utilisait 2 couches de clayonnage avec un matériau isolant entre les deux. Les granges anglaises, à charpente, courbes du XIIIe au XVe siècle, illustraient magnifiquement cette technique. Des panneaux de clayonnage entrelacés autour de charpentes en bois, recouverts de torchis pour créer des remplissages continus. Les ouvriers tressaient du clayonnage flexible, généralement du noisetier ou du saule, entre des piquets verticaux, créant une structure en forme de panier, puis le recouvraient d'argile mélangée à de la paille, parfois à des poils d'animaux et à de la bouse. Certains constructeurs bourrèrent de l'herbe séchée entre les doubles couches de clayonnage, créant ainsi une première isolation à lame d'air avec une résistance thermique exceptionnelle grâce aux tiges creuses et à l'air emprisonné. Lorsque les scientifiques du bâtiment moderne ont finalement analysé les constructions médiévales en torchis qui ont survécu, leurs découvertes ont remis en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les bâtiments historiques. Les tests ont montré que ces murs offraient une meilleure isolation que la brique, bien qu'ils pèsent à peu près le même poids. Plus remarquable encore, les murs construits avec seulement 10 cm de bourrage d'herbe entre les clayonnages atteignaient un coefficient U, compris entre 0,5 et 1,0 watts par mètre carré Kelvin, selon la densité de l'herbe. Pour comprendre l'importance de ces chiffres, considérez ceci. Ces valeurs n'ont été égalées à nouveau qu'avec l'adoption de la réglementation sur la protection thermique en 1995. Pendant les siècles qui ont suivi, les maisons à colombage offraient une isolation 4 à 6 fois moins bonne que le torchis médiéval, tandis que les murs en briques pleines restaient 3 fois moins efficaces. Les bâtisseurs médiévaux, travaillant avec des matériaux disponibles localement et un savoir hérité, avaient accidentellement, ou peut-être délibérément, créé une technologie d'isolation qui maintenait des températures intérieures confortables, malgré des variations climatiques extérieures spectaculaires. Le secret résidait dans ces poches d'air emprisonnées, le même principe qui rend l'isolation moderne efficace, obtenue avec rien de plus que des branchages tressés, de l'argile et de l'herbe. S'élevant au-dessus des villages et des fermes médiévales,
D'épaisses couches de paille dorée faisaient bien plus que protéger les toits des chaumières de la pluie. La toiture en chaume, qui a gagné en popularité dans le nord de l'Europe au cours des XIIe et XIIIe siècles, représentait la pratique de couverture la plus courante dans toute la Grande-Bretagne médiévale, appréciée non seulement pour la disponibilité facile de matériaux naturels comme la paille et les roseaux, mais aussi pour des propriétés thermiques que la science du bâtiment moderne n'a que récemment commencé à apprécier. Les toits de chaume traditionnels mesuraient de 60 à 80 cm d'épaisseur, soit plus de 2 pieds de paille densément tassée, créant une couverture isolante au-dessus de l'espace de vie. Des bottes de paille ou de roseaux étaient superposées et fixées, chaque rangée chevauchant la précédente, créant ainsi une épaisseur remarquable. Contrairement aux matériaux de toiture ultérieurs, le chaume traditionnel permettait peu de circulation d'air. Les constructeurs scellaient les interstices au niveau des avant-toits et des jonctions avec des bouchons de paille ou un remplissage d'argile, créant une barrière presque hermétique. Les couvreurs en chaume médiévaux comprenaient que chaque ouverture signifiait une perte de chaleur. Le secret de l'efficacité du chaume réside dans la structure même de la paille. Chaque tige creuse agit comme une minuscule chambre d'isolation, remplie d'air qui sert de barrière naturelle contre le transfert de température. Lorsque des milliers et des milliers de ces fibres creuses sont compressées en un tapis dense de 60 à 80 cm d'épaisseur, la barrière qui en résulte réduit considérablement le transfert de chaleur dans les deux sens. Les tests modernes confirment ce que les gens du Moyen Âge savaient en vivant sous ces toits. Un toit de chaume bien entretenu garde les bâtiments notablement chauds en hiver et remarquablement frais en été. Les fibres sèches offrent une excellente résistance thermique, bien supérieure à l'ardoise, à la tuile ou aux bardeaux de bois, qui finiront par remplacer le chaume dans de nombreuses régions. La science du bâtiment contemporaine reconnaît que la performance thermique des toits de chaume dépend de multiples facteurs. Le type spécifique de matériaux de chaume utilisé, la méthode de fixation à la charpente, l'épaisseur totale atteinte, l'état du matériau et, de manière cruciale, sa teneur en humidité. Le chaume humide perd une grande partie de sa valeur isolante car l'eau conduit la chaleur bien plus facilement que l'air. Les bâtisseurs médiévaux le comprenaient, ce qui explique la forte pente des toits de chaume, assurant un écoulement rapide de l'eau, et l'attention particulière portée à garder le chaume sec et bien entretenu. Aujourd'hui, des bâtiments du patrimoine à travers l'Europe comptent encore sur des toits de chaume, et les propriétaires qui les entretiennent correctement découvrent ce que leurs ancêtres médiévaux savaient bien. Il n'y a guère de meilleur isolant naturel que l'on puisse placer entre soi et le ciel d'hiver. Vers le XIIe siècle, une transformation a commencé à balayer l'architecture européenne, qui allait révolutionner la vie intérieure. La cheminée avec son âtre représentait un bond monumental par rapport aux méthodes de chauffage antérieures. Tout au long du Haut Moyen Âge, les maisons dépendirent de foyers centraux positionnés au milieu des pièces, des feux brûlant sur le sol ou dans des fosses peu profondes, la fumée montant vers le plafond où elle était censée s'échapper par des ouvertures dans le toit. La distribution de la chaleur était minimale. Ceux qui étaient les plus proches du feu rôtissaient tandis que ceux qui se trouvaient à quelques mètres frissonnaient. La ventilation de la fumée était médiocre, laissant les yeux qui piquent et les poumons qui brûlent. Les grandes salles restaient perpétuellement enfumées, et les problèmes respiratoires chroniques devaient beaucoup à la respiration d'un air rempli de fumée pendant des décennies. Au milieu du XVIe siècle, les cheminées et les âtres en maçonnerie avaient remplacé les feux ouverts dans les maisons dont les propriétaires pouvaient se permettre les coûts de construction. Les âtres en pierre résistaient à une chaleur intense et conservèrent la chaleur pendant de longues périodes, continuant à rayonner après que les flammes se soient éteintes. Les cheminées dirigèrent la fumée vers le haut et l'extérieur, résolvant enfin le problème chronique de la fumée. Des cheminées plus hautes créaient un tirage plus fort, aspirant de l'air frais dans le feu par le bas, améliorant ainsi l'efficacité de la combustion. La grille de foyer, une structure métallique maintenant les bûches au-dessus du sol de l'âtre, permettait à l'air de circuler en dessous, améliorant la combustion. Le positionnement des cheminées contre les murs extérieurs a permis une avancée architecturale cruciale.
la construction d'étages supérieurs et de pièces plus petites et privées. Là où les foyers centraux exigèrent de grandes salles ouvertes, les cheminées murales pouvaient chauffer des chambres individuelles. L'analyse moderne confirme les découvertes médiévales. La pierre et la brique possèdent une masse thermique substantielle, absorbant la chaleur pendant la combustion, puis la restituant progressivement pendant des heures. Le tirage de la cheminée améliore l'efficacité de la combustion tout en éliminant les sous-produits. Plus important encore, le fait de canaliser la fumée vers le haut a considérablement amélioré la qualité de l'air, réduisant les affections respiratoires. Bien qu'elle ne soit pas d'une efficacité maximale, une grande partie de la chaleur s'échappait par les cheminées. Elle constituait une nette amélioration par rapport aux foyers ouverts, permettant le passage des salles communes à des chambres chauffées plus petites et privées, qui ont transformé la vie médiévale. Avant que le verre ne devienne abordable, les gens du Moyen Âge étaient confrontés à un défi. Les fenêtres laissaient entrer la lumière du jour, mais aussi les courants d'air froid. Avant le XVIe siècle, la plupart des fenêtres n'étaient pas vitrées, mais recouvertes de tissus huilés, de parchemin, de cornes d'animal, de volets ou de fines plaques de pierre. Le verre est resté cher jusqu'au XVIIe siècle. La solution du tissu huilé offrait un compromis élégant. Le lin ou le parchemin traité à l'huile de lin devenait translucide, laissant passer une lumière diffuse tout en bloquant le vent. Pour les ménages plus pauvres, cela protégeait les fenêtres des courants d'air sans éliminer la lumière. Les volets offraient des alternatives nocturnes, bloquant complètement le vent. De nombreuses maisons combinèrent les approches. Tissu huilé le jour, volets la nuit. La science du bâtiment moderne valide cette stratégie. L'infiltration du vent est l'une des principales sources de perte de chaleur, en particulier là où des interstices existaient entre les composants du bâtiment. Même de simples couches de tissu réduisent considérablement le mouvement de l'air. Le tissu traité à l'huile est performant, car l'huile remplit les pores du tissage, créant des barrières tout en maintenant la translucidité. Des barrières multiples multiplient l'efficacité. Le tissu huilé le jour et les volets la nuit créent 2 couches de protection. Les gens du Moyen Âge ont essentiellement créé les ancêtres des fenêtres à double vitrage en utilisant des matériaux différents, mais le même principe. Des barrières multiples avec de l'air emprisonné offrent une isolation supérieure. Là où les cheminées fixes se révélaient être peu pratiques, les gens du Moyen Âge se tournaient vers des braseros portables, des récipients en métal sur pied, contenant du combustible en combustion au-dessus du niveau du sol. Ces dispositifs dataient de plusieurs millénaires. Le brasero de Nimroud a été fabriqué vers 824 avant Jésus-Christ. Les braseros médiévaux, généralement des boîtes ou des coupes en bronze ou en fer, rayonnaient de la chaleur lorsqu'ils étaient remplis de charbon de bois incandescent. Les versions portables sur des trépieds pouvaient être positionnées précisément là où c'était nécessaire. Après la généralisation des cheminées, les braseros servant de chauffage d'appoint dans les chambres à coucher et les ateliers. Le charbon de bois était préféré au bois, car il produisait un minimum de fumée et de particules, brûlait plus fort et fournissait une chaleur concentrée à partir de petits récipients. Bien que plus coûteux que le bois, beaucoup considéraient que la dépense en valait la peine pour le chauffage intérieur. L'analyse moderne confirme l'efficacité du charbon de bois. Sa composition riche en carbone brûle plus fort que le bois, produisant une chaleur constante avec moins de fumée et de particules, ce qui rend l'air intérieur plus respirable. Sa haute densité énergétique faisait du charbon de bois un combustible efficace là où l'espace était limité. Cependant, la science moderne révèle des dangers que les utilisateurs médiévaux ne comprenaient pas. La combustion du charbon de bois produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore qui provoque des empoisonnements dans les espaces mal ventilés. Les gens du Moyen Âge subissaient ces empoisonnements, mais ne pouvaient en identifier la cause, attribuant les décès au mauvais air ou à des forces surnaturelles. L'efficacité du brasero était réelle, mais son danger l'était tout autant. Un rappel que l'efficacité n'est pas toujours synonyme de sécurité. Les dormeurs médiévaux, confrontés à des lithos glaciales, se tournaient vers des pierres chauffées, l'une des techniques de réchauffement les plus simples mais aussi les plus efficaces. Des pierres ou des briques placées dans le feu, jusqu'à ce qu'elles soient chaudes, puis enveloppées dans un tissu et positionnées entre les draps,
transformait une literie glaciale en un havre de confort. Cette technique était utilisée dans toutes les classes sociales tout au long de la période médiévale. À mesure que la métallurgie progressait, les pierres chauffées ont évolué pour devenir des bassinoires en métal. Les bassinoires en laiton sont apparus dès 1400, et sous le règne d'Élisabeth Ière à la fin des années 1500, les bassinoires en cuivre étaient devenues courantes dans toutes les résidences importantes. Ces récipients en métal à long manche, munis de couvercles, contenaient des braises chaudes ou des pierres et pouvaient être manœuvrés en toute sécurité entre les couvertures. Un récit de 1787 notait que 2 pintes de sable, chauffées jusqu'au rouge, mises dans une bassinoire, réchaufferont un lit aussi bien que des charbons ardents, révélant des tests pratiques et des préférences en matière de sécurité. La thermodynamique moderne explique cette efficacité. La pierre possède une masse thermique élevée, absorbant la chaleur lentement et la libérant progressivement sur plusieurs heures. Une pierre bien chauffée pouvait rayonner de la chaleur du coucher du soleil jusqu'à l'aube. C'est le même principe qui sous-tend les bouillottes modernes, mises en œuvre avec des matériaux librement accessibles, ne nécessitant que du feu, de la patience et de la prudence. Les lits à baldaquin élaborés remplissaient des fonctions thermiques cruciales au-delà de l'affichage du statut social. Les rideaux de lit, emprisonnés, la chaleur corporelle dans les zones de couchage, créant des microclimats nettement plus chauds que les pièces environnantes. Les ménages riches possédaient des lits à 4 colonnes supportant des cadres auxquels étaient suspendus de lourds rideaux de velours, de laine ou de fourrure. Une fois tirés, les rideaux transformaient les lits en chambres closes. Même les maisons modestes utilisaient de simples rideaux suspendus au plafond, protégeant les lits des courants d'air. L'investissement était économiquement judicieux. Pourquoi chauffer des chambres entières quand on pouvait créer de petits espaces chauds ? L'analyse moderne révèle les mécanismes. Les rideaux réduisent la circulation de l'air, minimisant la perte de chaleur par convection. Le tissu fournit des barrières isolantes, créant des couches limites d'air immobile. Les personnes endormies génèrent de la chaleur qui réchauffe l'air ambiant. Les couvertures emprisonnent cette chaleur et les rideaux empêchent son mélange avec l'air plus froid de la pièce. Les dormeurs médiévaux habitaient essentiellement des espaces chauffés par les 70 à 100 watts que leur corps générait en continu. Les rideaux empêchant la dissipation de la chaleur dans des pièces glaciales. Dans l'Europe médiévale, dormir seul était dangereusement froid. Les gens partageaient leur lit pour survivre, pas principalement pour la compagnie. Les compagnons de lit étaient une nécessité pendant les mois d'hiver. Les familles paysannes organisaient le couchage en prêtant attention à la distribution de la chaleur, les couples au milieu formant le noyau de chaleur, les filles le long du mur avec la plus jeune près de la mère, les garçons de l'autre côté, classés par âge. Cet arrangement reflétait une compréhension empirique de la distribution de la chaleur et de la protection des plus vulnérables. Les serviteurs dormaient aux côtés de leurs maîtres. Les voyageurs partageaient leur lit avec des inconnus dans les auberges. Dormir seul dans des chambres non chauffées n'avait aucun sens pratique. Dans les grandes maisons du haut Moyen-Âge, même les seigneurs se couchaient dans les salles communes aux côtés de leurs maisonnées. Enfants, invités, assistants et serviteurs se rassemblaient après l'extinction des feux, étendant des couvertures près de la chaleur résiduelle du foyer. Chez les paysans les plus pauvres des régions les plus froides, l'hiver amenait une hibernation. Les familles passaient de longues périodes au lit, n'en sortant que pour les tâches nécessaires, se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer. C'était une stratégie de survie calculée, réduisant les dépenses caloriques, tout en maximisant les avantages de la chaleur corporelle partagée. La thermodynamique moderne confirme l'efficacité de cette pratique. Chaque être humain génère environ 100 watts au repos, ce chiffre tombant à 70 ou 80 watts pendant le sommeil. Lorsque plusieurs personnes dorment en contact étroit, le rapport surface-volume diminue. Les corps se protègent mutuellement, seules les surfaces les plus externes étant exposées à l'air froid. La respiration partagée augmente l'humidité, rendant l'air plus chaud au ressenti. L'entraînement moderne à la survie enseigne des principes identiques.
5 personnes dormant ensemble produisent de 350 à 500 watts en continu, soit plus que de nombreux radiateurs d'appoint. Les gens du Moyen Âge comprenaient par expérience ce que la physique confirme. Partager la chaleur corporelle était de l'ingénierie thermique utilisant la ressource la plus accessible, les corps humains eux-mêmes. L'odeur était remarquable, mais la chaleur valait le sacrifice. Dans toute l'Europe médiévale, les communautés rentraient les animaux à l'intérieur pendant les nuits les plus froides, abritant le bétail au sein des structures familiales. Dans les régions plus froides, en particulier en Scandinavie, c'est devenu une pratique courante. Les maisons-étables officialisaient cette cohabitation. Les maisons longues nordiques en sont un bon exemple. Des structures allongées avec les quartiers d'habitation de la famille à une extrémité et le bétail à l'autre. Certaines comportaient des murs centraux, séparant l'étable de l'espace de vie, permettant à la chaleur animale de réchauffer les murs qui rayonnaient ensuite dans les quartiers humains. D'autres étaient empilés verticalement, les animaux au rez-de-chaussée, les humains au-dessus, exploitant la chaleur montante. Des récits historiques de la France rurale et de la Suisse décrivent des gens partageant leur lit avec le bétail pendant les pires intempéries, entrant dans des états de hibernation. Les animaux couramment abrités à l'intérieur comprenaient les vaches, les moutons et les chèvres, qui génèrent tous une chaleur métabolique substantielle. La biologie moderne valide cette pratique. Les grands mammifères génèrent une chaleur métabolique substantielle grâce à leur processus métabolique continu, la quantité variant en fonction de la taille de l'animal, de son niveau d'activité et de sa production de lait. Les vaches laitières à haute production génèrent près de 2 fois plus de chaleur que les animaux à plus faible production. Et la chaleur considérable produite par la fermentation des fourrages dans le rumen s'ajoute à leur production thermique. Plusieurs animaux dans des espaces clos produisent des augmentations de température spectaculaires. La conception moderne des étables exploite encore la chaleur animale, en utilisant la ventilation pour équilibrer la rétention de chaleur avec l'accumulation d'humidité et d'ammoniac. Les bâtisseurs médiévaux ont appris par expérience que la ventilation était essentielle. Plusieurs grands animaux dans une modeste demeure pouvaient augmenter la température de 10 à 15 degrés Celsius par la seule chaleur corporelle, la différence entre survivre à l'hiver et mourir de froid pour les familles incapables de se permettre des feux continus. Le compromis penchait en faveur de la survie là où le froid pouvait tuer. Ces vaches servaient de fourneaux vivants, fournissant une chaleur qui maintenait les familles en vie à travers des hivers qui mettaient à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. Bien avant que les tissus synthétiques dérivés du pétrole ne révolutionnent les vêtements pourtant froids, bien avant même que le coton ne soit largement disponible en Europe, les gens du Moyen Âge avaient déjà maîtrisé la science de l'isolation avec un seul matériau remarquable, la laine. Les systèmes de superposition qu'ils ont développés, affinés par des siècles d'expérience dans des climats qui pouvaient tuer les personnes mal préparées, s'alignent si précisément sur la compréhension moderne de la thermodynamique que les amateurs de plein air et les experts en survie contemporains ont redécouvert la laine comme le choix supérieur pour l'isolation par temps froid. La pratique médiévale mettait l'accent sur plusieurs couches, plutôt que sur un seul vêtement épais. Dans les régions plus froides, les gens portèrent plusieurs couches distinctes, chacune remplissant une fonction spécifique au sein du système d'isolation global. La couche de base, généralement en lin, plutôt qu'en laine, était directement contre la peau. Le but du lin n'était pas l'isolation, mais la gestion de l'humidité. Il évacuait la transpiration de la peau, gardant le corps au sec. Les gens du Moyen Âge comprenaient empiriquement ce que la physiologie moderne confirme. Une peau humide perd de la chaleur beaucoup plus rapidement qu'une peau sèche. Les couches intermédiaires fournissaient l'essentiel de l'isolation, prenant généralement la forme de tuniques ou de robes en laine. Les couches extérieures, souvent des capes ou des manteaux de laine, servaient de barrière contre le vent et l'eau, protégeant les couches isolantes en dessous. Des couches supplémentaires pouvaient être ajoutées ou retirées en fonction du niveau d'activité et des températures, offrant une gestion thermique flexible. Les preuves archéologiques révèlent une compréhension sophistiquée des propriétés des fibres de laine. Les vêtements médiévaux nordiques, retrouvés dans les colonies du Groenland, montrent une construction spécialisée. Les fils de chêne, ceux qui courent dans le sens de la longueur sous tension sur le métier à tisser,
étaient faits de longues et solides fibres de poil qui pouvaient résister à la contrainte mécanique du tissage. Les fils de trame, se tissaient à travers la chaîne, utilisaient de la soulaine plus courte et plus fine, spécifiquement choisie pour ses propriétés isolantes. Ce n'était pas un hasard. Cela démontre que les tisserands médiévaux comprenaient que différents types de fibres remplissaient différentes fonctions et concevaient délibérément des textiles pour maximiser leur performance. Le secret de l'efficacité de la laine réside dans sa structure fibreuse et ses propriétés chimiques uniques. Les fibres de laine possèdent une élasticité naturelle et une structure frisée, créant d'innombrables petites poches d'air à l'intérieur et entre les fibres. L'air, étant un mauvais conducteur de chaleur, sert d'excellent isolant, et l'architecture de la laine maximise l'air emprisonné, tout en maintenant l'intégrité structurelle. Plus remarquable encore, la laine peut absorber jusqu'à 33% de son propre poids, en humidité, sans paraître mouillée au toucher. Cette propriété hygroscopique signifie que la laine continue de fonctionner, comme isolant même lorsqu'elle est humide, contrairement au coton ou au lin qui deviennent dangereusement conducteurs de chaleur lorsqu'ils sont mouillés. Les fibres de laine contiennent naturellement de la lanoline, une substance cireuse qui rend la surface extérieure quelque peu résistante à l'eau, faisant perler et rouler l'eau plutôt que de s'infiltrer immédiatement. Peut-être le plus fascinant, des recherches modernes menées par le CSIRO australien ont découvert que le processus d'absorption de l'humidité par la laine est en fait exothermique. Il libère de la chaleur. Lorsque les fibres de laine absorbent l'humidité de l'air ou de la transpiration, le processus chimique de liaison des molécules d'eau à la structure de la fibre libère une énergie thermique importante. Un kilogramme de laine sèche absorbant de l'humidité peut libérer une chaleur équivalente à celle d'une couverture électrique fonctionnant pendant 8 heures. Les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas mesurer cela scientifiquement, mais ils le ressentaient certainement. Et le savoir que la laine, vous gardez au chaud même mouillé, s'est transmis de génération en génération. Plusieurs couches de laine créent plusieurs espaces d'air morts entre elles, le même principe qui rend efficaces les doudounes modernes et les vêtements isolants synthétiques. Chaque poche d'air agit comme une barrière thermique et des barrières en série multiplient la valeur d'isolation totale. Au-delà de l'isolation, la laine offre des avantages pratiques que les gens du Moyen Âge appréciaient grandement. La laine est naturellement résistante aux flammes, beaucoup moins susceptible de s'enflammer que le lin ou les synthétiques modernes. Elle est durable, les vêtements en laine bien faits durant des années, voire des décennies, avec un entretien approprié. La laine ne conduit pas bien la chaleur, ce qui la rend simultanément utile dans des conditions froides et modérément chaudes. Elle agit comme une barrière dans les deux sens. Le tissu respire, permettant à la vapeur d'eau de la transpiration de s'échapper progressivement, empêchant le cycle dangereux de transpiration pendant l'activité suivi d'un refroidissement rapide lorsque l'activité cesse. Il existait certainement des variations de classe. Les individus riches portèrent de la laine plus fine, plus de couches et des vêtements mieux confectionnés. Mais l'omniprésence de la laine dans toute l'Europe signifiait que même les plus pauvres pouvaient généralement obtenir des vêtements en laine. Les moutons étaient d'eau partout, leur laine renouvelable chaque année. Et si la laine la plus fine atteignait des prix élevés, les qualités inférieures restaient accessibles. Les gens du Moyen Âge, portant leurs tuniques et capes de laine superposées, employaient les mêmes principes de gestion thermique que les alpinistes et les explorateurs polaires modernes, simplement mis en œuvre avec une technologie ancienne et des matériaux éprouvés par le temps. Dans les grandes forêts, qui couvraient une grande partie de l'Europe médiévale, les chasseurs poursuivaient le gibier pour sa viande, mais ils fournissaient également une autre ressource essentielle, les fourrures. Tout au long de la période médiévale, la fourrure servait à bien plus que des fins décoratives ou un simple affichage de statues. Elle représentait un équipement de survie essentiel par temps froid, offrant une protection thermique qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort pendant les hivers les plus rudes. L'utilisation de la fourrure comme vêtement remonte à environ 120 000 ans. Des preuves archéologiques documentant un site de production de fourrure et de cuir de cette antiquité, démontrant que cette technologie se classe parmi les stratégies de survie les plus anciennes et les plus durables de l'humanité. Pendant la période médiévale en Occident,
La fourrure n'était pas seulement courante, mais selon les sources historiques, essentielle et presque standard, comme composant de vêtements. Le haut Moyen Âge en Europe a coïncidé avec une période où de grandes forêts abritaient encore d'innombrables animaux à fourrure, fournissant une ressource renouvelable que les communautés exploitaient systématiquement. Les types de fourrure variaient selon la région, la disponibilité et le coût. Les registres d'importation de la fin du XIVe siècle en Angleterre révèlent que l'écureuil était la fourrure la plus courante, avec des milliers et des milliers de peaux d'écureuil arrivant chaque année. Les fourrures de martre sont devenues de plus en plus populaires au cours du XVe siècle. Au sein de la classe bourgeoise urbaine, les fourrures d'agneaux et de moutons, plus abordables que les fourrures exotiques, étaient largement utilisées. Le lapin, le furet qui était en fait du putois, la loutre, le loup, le renne et l'ours apparaissaient tous dans les garde-robes médiévales, la rareté et la chaleur contribuant toutes deux au prix. Les fourrures les plus rares et les plus chères allaient à la plus haute noblesse, tandis que les fourrures plus communes servèrent des populations plus larges. Les gens du Moyen Âge utilisèrent les fourrures dans de multiples configurations, comprenant que l'emplacement affectait le bénéfice thermique. Les doublures en fourrure, des peaux cousues à l'intérieur des capes, des robes et d'autres vêtements, offraient des avantages thermiques directs, avec la fourrure contre ou près de la peau, l'air mort emprisonné dans la fourrure fournissant l'isolation. Les capuchons doublés de fourrure protégèrent la tête, le cou et les épaules, abritant des zones où les principaux vaisseaux sanguins passent près de la surface de la peau. Les garnitures en fourrure au bord des vêtements, en particulier aux poignets et aux ouvertures du cou, scellaient les interstices, où la chaleur pouvait s'échapper et l'air froid pouvait entrer. Pour le froid extrême, les capes entièrement en fourrure, portées avec le côté fourrure vers l'intérieur, maximisaient la chaleur, tandis que porter la fourrure à l'extérieur affichait la richesse mais sacrifiait un certain bénéfice thermique pour un impact esthétique. Le traitement des fourrures exigeait des compétences et des connaissances transmises de génération en génération. Les peaux devaient être soigneusement grattées pour enlever les tissus et la graisse, tout en préservant la fourrure et l'intégrité structurelle de la peau. Les preuves archéologiques de ce site de traitement vieux de 120 000 ans montrent que même les peuples anciens comprenaient les techniques nécessaires pour transformer les peaux d'animaux bruts en équipements fonctionnels, pourtant froids. Les tanneurs et les fourreurs médiévaux ont continué à affiner ces méthodes, produisant des fourrures travaillées aux propriétés thermiques améliorées. La science des matériaux modernes explique pourquoi la fourrure fonctionne si extraordinairement bien comme isolant. Chaque poil d'une peau de fourrure emprisonne un petit volume d'air, et des milliers de poils créent des milliers de minuscules poches d'air. La faible conductivité thermique de l'air rend ces poches efficaces comme isolants. La densité de la fourrure, bien supérieure à celle d'un textile de laine, crée une barrière épaisse contre le froid, tout en maintenant un poids relativement faible. Les tests modernes confirment que la fourrure offre l'un des meilleurs rapports isolation, poids de tous les matériaux naturels. La fourrure offre également une excellente protection contre le vent. La couche dense de poils bloque le mouvement de l'air bien plus efficacement que les tissus tissés. De nombreuses fourrures ont des propriétés naturelles de résistance à l'eau, soit grâce aux huiles contenues dans les poils, soit grâce à la structure naturelle de la peau, ce qui leur permet de repousser les précipitations, tout en conservant leur valeur isolante. Il est intéressant de noter que la modélisation scientifique de la survie des Néandertaliens, pendant les périodes glaciaires, a conclu qu'une isolation supplémentaire, au-delà de celle fournie par la pilosité corporelle des Néandertaliens, aurait été nécessaire pour survivre dans les climats de l'ère glaciaire. Cette confirmation indépendante, issue de la modélisation thermique, soutient ce que les archives archéologiques montrent. Les populations humaines comptent sur l'isolation par la fourrure pour survivre dans les climats froids depuis au moins des dizaines de milliers d'années. Les Européens médiévaux, confrontés à des hivers qui n'égalèrent peut-être pas la sévérité de l'ère glaciaire mais qui représentèrent tout de même un danger mortel pour les personnes mal préparées, se sont appuyés sur ce savoir ancien. La cape doublée de fourrure portée par un marchand médiéval voyageant à travers les tempêtes d'hiver, le capuchon garni de fourrure porté par une paysanne effectuant des travaux extérieurs par des températures glaciales. Ce n'étaient pas des choix de mode, c'était une technologie de survie, affinée au fil des millénaires. Aujourd'hui,
Des considérations éthiques ont, à juste titre, compliqué l'utilisation de la fourrure, mais les gens du Moyen Âge étaient confrontés à des circonstances et des contraintes différentes. Pour eux, la chaleur fournie par les doublures en fourrure représentait une technologie éprouvée et efficace, validée à la fois par l'expérience ancestrale et par leur propre survie à travers des hivers qui mettaient à l'épreuve les limites de l'endurance humaine. L'art médiéval, peinture, manuscrits enluminés, tapisseries, sculptures, représentent rarement des personnes la tête découverte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en toute saison. Les spectateurs modernes pourraient attribuer cela à la pudeur, à la coutume religieuse ou à la mode, et ces facteurs ont certainement joué un rôle. Pourtant, l'adoption quasi universelle des couvre-chefs, des simples coiffes en lin aux coiffures élaborées, des bonnets de laine pratiques aux capuchons protecteurs, devait autant à la gestion thermique qu'à toute autre considération. Avant que le chauffage central ne rende le contrôle de la température intérieure trivial, garder la tête couverte représentait une stratégie essentielle pour la rétention de chaleur. Les représentations contemporaines révèlent l'universalité de cette pratique à travers des détails qui pourraient autrement paraître déroutants. On montre des gens du Moyen Âge se baignant la tête couverte, protégeant certainement des coiffures élaborées, mais minimisant également la perte de chaleur dans ce qui était souvent des salles de bain froides. Les gens apparaissent dormant avec des bonnets ou des coiffes, leurs cheveux rentrés sous du lin ou de la laine toute la nuit. Dans les maisons dépourvues de cheminée dans chaque pièce, dans les châteaux où seule la grande salle et peut-être la chambre du seigneur bénéficièrent d'un chauffage dédié, les couvre-chefs faisaient la différence entre le confort et la misère. La coiffe représente peut-être le couvre-chef médiéval le plus omniprésent. Ce bonnet ajusté, généralement en lin, pendant les mois chauds, et en laine en hiver, remonte au Xe siècle en Europe. Hommes, femmes et enfants portaient tous des coiffes, qui servirent de couche de base sous d'autres couvre-chefs, ou comme couverture autonome. Le design simple, essentiellement un bonnet qui se nouait sous le menton ou derrière la tête, démentait son efficacité. Les capuchons, étendant la couverture protectrice sur le cou et parfois les épaules, protégèrent contre les intempéries tout en fournissant des couches supplémentaires par-dessus la coiffe pour le froid extrême. Les coules, portés en particulier dans les communautés religieuses, créaient une couverture encore plus complète de la tête, du cou et des épaules, maximisant la rétention de chaleur dans les monastères et les églises pleins de courants d'air. Les multiples fonctions des couvre-chefs les rendaient presque indispensables. La principale d'entre elles était la régulation thermique. Garder la tête au chaud en hiver empêchait une perte de chaleur dangereuse. De plus, dans des environnements où les feux brûlaient constamment pour le chauffage et la cuisine, produisant une fumée qui, malgré les cheminées, imprégnait encore les espaces de vie, les couvre-chefs aidaient à garder les cheveux plus propres. La pudeur et la coutume sociale ont certainement renforcé la pratique, les têtes découvertes étant parfois considérées comme inconvenantes, en particulier pour les femmes. Les chevaliers et les soldats portèrent des coiffes sous leur armure et leurs casques, protégeant la peau du contact avec le métal tout en offrant une protection et une chaleur supplémentaires. Il est intéressant de noter que les mêmes vêtements qui fournissèrent de la chaleur en hiver pouvaient offrir un rafraîchissement en été par des mécanismes différents. Une coiffe ou un voile en lin blanc réfléchissait la lumière du soleil, réduisant le gain de chaleur solaire. Les reconstituteurs historiques modernes ont découvert que tremper une coiffe en lin dans de l'eau froide et la porter humide procure un refroidissement par évaporation remarquable. Le même vêtement, utilisé avec une intention thermique opposée, tirant parti de la chaleur de vaporisation élevée de l'eau pour refroidir la tête plutôt que pour l'isoler. Cette polyvalence rendait les couvre-chefs précieux toute l'année. La physiologie thermique moderne explique pourquoi l'accent mis par les gens du Moyen Âge sur le couvre-chef avait un sens scientifique solide. Bien que l'affirmation souvent répétée selon laquelle « vous perdez 80% de votre chaleur par la tête » soit un mythe né d'études militaires mal interprétées, la vérité reste que la tête perd une chaleur importante proportionnellement à sa surface, environ 10% de la perte de chaleur corporelle totale lorsque le reste du corps est vêtu. La tête manque de la couche de graisse isolante que l'on trouve ailleurs sur le corps, et les principaux vaisseaux sanguins passent près de la surface de la peau,
en particulier dans le cuir chevelu et le visage. Cette riche irrigation sanguine près de la surface signifie qu'une chaleur substantielle peut rayonner ou être emportée par le mouvement de l'air par convection. Couvrir la tête réduit à la fois la perte de chaleur par rayonnement et par convection, retenant une chaleur qui s'échapperait autrement. L'entraînement militaire moderne et les instructions de survie insistent sur le couvre-chef comme une pratique essentielle par temps froid. Le dicton « Si vous avez froid aux pieds, mettez un chapeau » reflète la réalité que lorsque la tête perd de la chaleur, le corps réagit en resserrant le flux sanguin vers les extrémités pour préserver la température centrale, laissant les pieds et les mains froids, même lorsqu'ils sont isolés. Couvrir la tête maintient la chaleur globale plus efficacement qu'on pourrait s'y attendre en isolant simplement 10% de la surface. Les gens du Moyen Âge, portant leurs coiffes à l'intérieur et leurs capuchons à l'extérieur, dormant avec des bonnets et se baignant la tête couverte, avaient découvert empiriquement ce que la thermophysiologie moderne confirme. Protéger la tête de la perte de chaleur contribue de manière substantielle au confort thermique global et apte, dans un froid extrême, à la survie elle-même. Les textes médicaux médiévaux révèlent une compréhension de la régulation thermique du corps qui, bien qu'exprimée dans le langage de la théorie des humeurs plutôt que dans celui de la physiologie moderne, reconnaissait des vérités fondamentales que la science contemporaine a entièrement validées. Selon les autorités médicales médiévales, l'exercice servait d'instrument principal de la nature, pour la santé, sa fonction principale étant d'augmenter et de redistribuer la chaleur innée du corps. On croyait que courir en hiver ravivait ce qu'ils appelaient la chaleur naturelle, tandis que travailler assez dur pour respirer fortement était censé expulser les vapeurs nocives du corps. On pensait que la chaleur naturelle générée par l'exercice physique du pèlerinage, qui pouvait impliquer de marcher des centaines de kilomètres, était capable de dissiper les humeurs froides, crues et non digérées qui s'accumulaient pendant les périodes sédentaires. Ce n'était pas de simples réflexions théoriques. Les guides de santé médiévaux fournissaient des recommandations d'exercices spécifiques, en particulier pour les étudiants et autres dont le travail les confinait à l'intérieur pendant de longues heures. Les activités recommandées comprenaient monter les escaliers, la pratique de l'épée, l'aviron, soulever des poids, l'équitation et simplement la marche. Ces prescriptions reconnaissaient que les individus sédentaires étaient confrontés à des risques particuliers pour la santé, que nous comprenons maintenant comme incluant une circulation réduite, un taux métabolique diminué et, oui, une production de chaleur réduite. La noblesse riche, bien qu'elle n'ait peut-être pas suivi de programme d'exercice formel, s'engageait dans des activités vigoureuses qui remplissaient des fonctions similaires, la chasse à cheval, la fauconnerie, l'équitation pour les voyages et le plaisir, et diverses activités de plein air qui les maintenaient actifs même pendant les mois d'hiver où le travail agricole cessait. Pour la majorité paysanne, le travail manuel fournissait une production de chaleur continue tout au long de la journée de travail. Labourer les champs, couper du bois, transporter de l'eau, s'occuper des animaux, transformer les récoltes. Ces activités exigeaient un effort physique soutenu qui gardait les travailleurs au chaud même par temps frais. L'hiver apportait des tâches différentes mais toujours exigeantes. Entretenir les bâtiments, transformer les réserves de nourriture, fabriquer des outils et des textiles, soigner le bétail. Même le travail à l'intérieur pendant l'hiver impliquait une activité physique, du labeur constant de la cuisine et du nettoyage au filage et au tissage. La danse, populaire dans toutes les classes sociales, offrait un divertissement tout en générant de la chaleur dans les grandes salles et les chaumières pendant les longues soirées d'hiver. La compréhension médiévale reconnaissait ce qu'il décrivait comme deux choses qui vous réchauffent. L'activité, par laquelle le corps générait de la chaleur, et l'isolation, qui protégeait contre le froid extérieur. Ce cadre en deux parties, bien que non exprimé en terminologie moderne, capturait avec précision les doubles exigences de la gestion thermique. La production de chaleur sans isolation entraîne une perte de chaleur rapide et l'épuisement. L'isolation sans production de chaleur vous laisse refroidir progressivement malgré le fait d'être bien emmitouflé. Les deux éléments étaient nécessaires, et les gens du Moyen Âge structuraient sur leur vie pour fournir les deux. La physiologie de l'exercice moderne et la recherche sur la thermogenèse valident de manière exhaustive ces connaissances médiévales.
L'activité physique augmente le taux métabolique, la vitesse à laquelle les cellules consomment de l'énergie. Et l'activité musculaire produit de la chaleur comme sous-produit direct de l'hydrolyse de l'ATP, la réaction chimique qui alimente les contractions musculaires. Au repos, le corps humain génère environ 100 watts de chaleur. Un exercice modéré peut augmenter la production de chaleur de 5 à 10 fois par rapport au repos, atteignant 500 à 1000 watts. Un exercice vigoureux peut pousser la production de chaleur de 15 à 20 fois au-dessus du taux de repos, atteignant 1500 à 2000 watts ou plus. Cette chaleur doit être dissipée pour éviter la surchauffe par temps chaud, mais dans des conditions froides. Elle fournit exactement la chaleur nécessaire pour maintenir une température corporelle confortable. Même lorsque l'exercice cesse, le corps continue de produire une chaleur élevée pendant un certain temps, car les processus métaboliques reviennent progressivement au repos. Lorsque la température ambiante descend suffisamment bas, le corps déclenche le frisson, des contractions musculaires rapides et involontaires qui n'ont d'autre but que de générer de la chaleur. Le frisson peut produire une chaleur substantielle, mais consomme rapidement de l'énergie et ne peut être maintenu indéfiniment. C'est pourquoi les gens du Moyen Âge comprenaient que rester actif empêchait le refroidissement dangereux qui rendait le frisson nécessaire. Une fois gravement refroidi, se réchauffer devient difficile et dangereux. Maintenir la chaleur par l'activité fournissait une stratégie préventive que les gens du Moyen Âge comprenaient par expérience, et que la médecine moderne confirme par la recherche sur l'hypothermie et les blessures dues au froid. La prescription médiévale d'activité par temps froid n'était pas de la superstition ou une théorie erronée. C'était une sagesse pratique, dérivée de l'expérience, exprimée dans le cadre conceptuel disponible pour les érudits comédiévaux, qui anticipait de plusieurs siècles la compréhension thermogénique que la science moderne validerait finalement par des mesures minutieuses et des expériences contrôlées. Au Moyen Âge, les dalles de pierre et les sols en terre battue qui caractérisèrent la plupart des bâtiments présentaient un défi thermique. La pierre, en particulier, conduit facilement la chaleur, aspirant la chaleur des pieds et des jambes par contact direct, rendant ces sols inconfortablement froids et potentiellement dangereux pour quiconque s'y asseyait ou s'y allongeait en hiver. La solution médiévale consistait à couvrir ces surfaces dissipatrices de chaleur avec des couches de matière organique, le plus souvent des joncs, bien que la paille et les herbes séchées aient également été largement utilisées. Ces revêtements de sol, jonchés généreusement sur les sols en terre battue ou en pierre des églises et des habitations, fournissaient une couverture odorante et renouvelable qui offrait une isolation considérable contre le froid montant du sol. Le matériau le plus prisé à cette fin provenait des joncs, en particulier l'accore odorant Acorus calamus, bien que le jonc des chaisiers, étant plus robuste que le jonc commun, offrait de meilleures propriétés isolantes. Les alternatives comprenirent la paille, les tiges séchées restantes après la récolte des céréales comme le blé ou l'orge, et l'herbe séchée, ou le foin. Ces matériaux n'étaient pas simplement éparpillés au hasard. Une gestion domestique soignée impliquait un remplacement régulier, les vieux joncs ou la paille souillée étant enlevés et du matériau frais étant étendu. Des comparaisons historiques révèlent des pratiques similaires dans d'autres contextes. Les agriculteurs en Bretagne épandèrent de la paille fraîche dans les étables quotidiennement tout au long de l'hiver, laissant les couches inférieures s'accumuler et fermenter, générant une chaleur métabolique qui gardait les vaches au chaud, essentiellement un compostage sur place. Les avantages pratiques des revêtements de sol en jonc et en paille allaient au-delà de la simple isolation. Les joncs frais et les herbes, parfois ajoutés spécifiquement pour leur odeur agréable, rendaient les pièces plus agréables que les sols nus en pierre ou en terre. La matière organique absorbait une partie de l'humidité, bien que cela puisse devenir problématique si les revêtements n'étaient pas changés assez fréquemment, entraînant la pourriture et des odeurs désagréables. Marcher sur des joncs ou de la paille offrait une surface plus douce et plus chaude que la pierre dure ou la terre battue. Pour ceux qui s'asseyaient ou dormaient sur le sol, comme le faisaient de nombreuses personnes au Moyen Âge, la différence était substantielle. La science du bâtiment et la thermodynamique moderne expliquent clairement l'efficacité de cette technique simple. Les joncs, la paille et les herbes séchées partagent tous une caractéristique structurelle essentielle. Ils contiennent des tiges creuses remplies d'air. L'air, ayant une très faible conductivité thermique,
sert d'excellent isolant. Lorsque des milliers de ces tiges creuses sont superposées, elles créent un tapis épais, rempli de poches d'air emprisonnées, fonctionnant de manière similaire aux matériaux d'isolation modernes, qui reposent également principalement sur l'air emprisonné pour leur résistance thermique. Cette couche posée sur des sols en pierre ou en terre crée une barrière qui réduit la perte de chaleur par conduction. Le processus par lequel la chaleur s'écoule directement des objets chauds vers les objets froids par contact physique. Sans cette barrière, les pieds et les jambes en contact direct avec des sols froids perdraient rapidement de la chaleur, conduisant la chaleur directement dans la masse thermique massive des sols en pierre qui pouvaient n'être que légèrement au-dessus de zéro en hiver. La fermentation mentionnée dans les récits historiques ajoute une autre dimension. Lorsque la matière organique, comme la paille, s'accumule en couches épaisses, elle commence à se décomposer par l'action bactérienne. Ce processus de compostage est exothermique, ce qui signifie qu'il libère de la chaleur. Les opérations de compostage modernes mesurent des températures dans les tas de compost atteignant 50 à 70 degrés Celsius. Et bien que les joncs de sol n'atteignent pas des températures aussi extrêmes, même une décomposition biologique modeste contribuerait à une certaine chaleur tant que le matériau restait relativement frais. Les gens du Moyen-Âge ne comprenaient peut-être pas la microbiologie, mais ils ont certainement remarqué que les accumulations épaisses de paille semblaient générer de la chaleur, en particulier dans les logements des animaux, où le principe était le plus évident. L'adoption généralisée des revêtements de sol en jonc et en paille dans toute l'Europe médiévale, de la plus humble chaumière à la plus grande cathédrale, témoigne de leur efficacité. Ce n'étaient pas des matériaux coûteux, les joncs pouvaient être récoltés dans les zones humides. La paille était un sous-produit agricole, rendant la technique accessible à toutes les classes sociales. Le même principe physique qui rend efficace l'isolation moderne en fibres de verre, en cellulose et en mousse, emprisonner l'air pour empêcher le transfert de chaleur. Les gens du Moyen Âge l'ont réalisé avec des matériaux organiques, renouvelables et disponibles localement, qui ne coûtaient rien d'autre que le travail de les ramasser et de les étendre. En traversant une salle médiévale jonchée de joncs frais, en sentant la douceur souple sous vos pieds, et l'absence de ce froid glacial qui rayonne de la pierre nue, vous auriez fait l'expérience d'une ingénierie thermique pratique, exécutée avec les matériaux les plus simples, imaginables, mais suffisamment efficaces pour rester une pratique courante pendant des siècles. Ce qui ressort clairement de cette exploration, c'est que les gens du Moyen Âge ne se sont jamais appuyés sur une seule stratégie pour survivre à l'assaut de l'hiver. Au lieu de cela, ils ont créé un système complet de techniques interdépendantes qui s'attaquaient à la perte de chaleur sous tous les angles. Leur approche superposait des solutions architecturales comme les hypocaustes, les murs en torchis et les toits de chaume, avec des dispositifs de chauffage portables comme les braseros et les bassinoires, complétait celles-ci avec des stratégies vestimentaires employant la laine et la fourrure, et ajoutait des pratiques comportementales incluant le couchage en commun, le fait de rentrer le bétail, le maintien de l'activité physique et la consommation d'aliments réchauffants. Chaque technique ciblait différents aspects de la perte de chaleur, conductive, convective, radiative, évaporative, créant une défense en profondeur où l'échec d'une méthode ne signifiait pas mourir de froid car de multiples solutions de secours restaient en place. Les riches jouissaient de plus d'options, certes, avec leurs hypocaustes, leurs fenêtres en verre et leurs fourrures abondantes, mais même les plus pauvres pouvaient accéder aux techniques les plus fondamentales. La chaleur corporelle partagée, l'activité physique, les vêtements de base en laine, et les principes architecturaux, qui ne nécessitaient que des matériaux disponibles localement. Chacune de ces 15 techniques a été confirmée par la thermodynamique moderne, la science des matériaux, la science du bâtiment et la recherche biologique. Les gens du Moyen Âge, dépourvus d'éducation scientifique formelle, sans thermomètre, ni compréhension des équations de transfert de chaleur, sans connaissance de la structure moléculaire ou de la chimie métabolique, ont néanmoins développé une connaissance pratique sophistiquée par l'observation systématique et l'expérience accumulée. Ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi la laine restait chaude lorsqu'elle était mouillée, en termes de réaction exothermique hygroscopique, mais ils le savaient et ont incorporé cette connaissance dans leur système vestimentaire.
Ils ne pouvaient pas calculer la masse thermique du granit ou les coefficients U des murs en torchis, mais ils ont construit des hypocaustes dont les tests modernes prouvent l'efficacité spectaculaire et des murs isolés qui ne seraient pas égalés pendant 5 siècles. Certaines techniques se sont avérées si réussies qu'elles ont en fait surpassé des technologies ultérieures développées pendant des périodes où la science formelle avait considérablement progressé. Les tests archéologiques démontrent l'efficacité de ces méthodes historiques, tandis que des mesures contemporaines, comme celles menées au château de Malbork, valèrent des affirmations qui pourraient autrement sembler invraisemblables. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, nous avons clairement beaucoup gagné. Les thermostats offrent un confort que nos ancêtres ne pouvaient imaginer. Le chauffage central maintient des bâtiments entiers au chaud avec un minimum d'effort. L'isolation synthétique offre des rapports chaleur-poids inaccessibles aux gens du Moyen Âge. Pourtant, nous avons aussi perdu quelque chose de précieux. Cette connaissance pratique, complète de la gestion thermique, qui était autrefois une information de survie essentielle. En cas de panne de courant, lorsque les chaudières s'arrêtent, la plupart des gens modernes se retrouvent presque impuissants, manquant des compétences et des connaissances nécessaires pour maintenir la chaleur grâce aux techniques que les gens du Moyen Âge maîtrisaient comme une évidence. Les populations médiévales ont fait preuve d'ingéniosité, d'adaptabilité et de résilience nées de la nécessité, des qualités que nous avons laissées s'atrophier à mesure que nous sommes devenus entièrement dépendants des systèmes technologiques. Remarquablement, leurs techniques restent pertinentes aujourd'hui. L'intérêt pour les méthodes de construction traditionnelles a renouvelé l'attention portée aux toits de chaume et à la construction en torchis. Les chercheurs découvrant les performances thermiques exceptionnelles atteintes par les bâtisseurs médiévaux. Les communautés de plein air et de survie ont connu une renaissance des vêtements en laine, les praticiens expérimentés abandonnant les synthétiques modernes au profit de la fibre naturelle sur laquelle les gens du Moyen Âge comptaient. La conception solaire passive et l'orientation soignée des bâtiments, comprises par les Grecs et les Romains anciens mais largement abandonnées pendant la période médiévale en Europe, sont revenues dans l'architecture contemporaine. Le mouvement des mini-maisons, consciemment ou non, a redécouvert le principe médiéval selon lequel les espaces plus petits sont intrinsèquement plus faciles à chauffer et à entretenir. Les leçons modernes de la pratique médiévale s'étendent au-delà des techniques spécifiques à des principes plus larges, la redondance en maintenant plusieurs stratégies de chauffage plutôt que la dépendance à un seul système, les approches communautaires qui impliquent des ressources partagées et un soutien mutuel, l'ingéniosité dans le travail avec les matériaux locaux disponibles plutôt que d'exiger des importations spécialisées, et la durabilité grâce à des matériaux renouvelables et à de faibles apports énergétiques qui n'épuisent pas les ressources finies ou ne génèrent pas d'émissions massives de carbone. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des techniques de survie hivernale médiévale. Ce qui devient clair à travers cette enquête, c'est que nos ancêtres, loin d'être primitifs ou ignorants, ont développé des solutions sophistiquées à des défis fondamentaux, des solutions que la science moderne valide plutôt qu'elle ne contredit. Leur sagesse mérite notre respect et notre étude, non pas comme de pittoresques curiosités historiques, mais comme des techniques éprouvées, qui pourraient nous servir à nouveau si nos systèmes modernes venaient à défaillir, ou alors que nous cherchons des approches plus durables au défi éternel de rester au chaud. Si vous avez apprécié de découvrir ces techniques médiévales confirmées par la science, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire, les techniques de survie ou le mode de vie durable. Abonnez-vous pour plus d'exploration de la sagesse pratique de nos ancêtres et de la science moderne qui explique pourquoi leurs méthodes fonctionnaient. J'adorerais savoir dans les commentaires quelle technique vous a le plus surpris, ou si vous avez essayé l'une de ces approches dans votre propre vie. D'ici la prochaine fois, restez au chaud et restez curieux de la connaissance remarquable intégrée dans les pratiques de ceux qui nous ont précédés.